Les amis, salam alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Sofiane BNG. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup débat, la finance islamique. Pour nous accompagner, je ne le présente plus, on a Youssef de chez BNG et on a le privilège, bien sûr, docteur, je dirais docteur, Oui, oui. docteur Samy. Samy qui va nous accompagner et surtout qui va répondre à toutes nos questions, toutes les petites demandes, les petites questions qu'on a sur le sujet de la finance islamique. Donc Samy, je vais te laisser te présenter. Ok, merci, c'est très gentil à vous de m'avoir accueilli sur ce podcast. Alors moi, je dirige une société qui s'appelle Finopolis Capital. C'est une banque d'affaires qui est éthique et participative, entre parenthèses islamique. Nous, on accompagne en fait nos clients pour leur financement islamique, pour les investissements et dans tous les sujets qui sont en relation avec leur développement. Et voilà, moi j'ai quelques 15 années d'expérience dans la finance islamique et que j'ai intégré par accident et que, on va dire que c'est devenu ma vocation. Je suis tombé amoureux de ce sujet-là et c'est pour ça que je suis là. Ça fait combien de temps? 15 ans. 15 ans, c'est depuis 2010. 15 ans. Exactement. Depuis 2010. Donc depuis 2010, tu gères un petit peu tout le côté... parce que la finance islamique, c'est pas que avoir un financement. Aujourd'hui, on parle de finance islamique, il y a les banques, mais ça va beaucoup plus loin. Bah, c'est ça, moi j'ai envie de dire, c'est quoi déjà la première question qu'on peut te poser, cher Samy? C'est quoi une banque islamique et c'est quoi de la finance islamique? D'accord. Bon, question. Alors je réponds déjà la réponse très simple. La finance islamique, c'est un système qui repose sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'éthique, c'est-à-dire que on a des principes comme la transparence, comme la justice, etc., sur lesquels repose la finance islamique, donc le pilier de l'éthique. Deuxième pilier, c'est la tangibilité, c'est-à-dire que en fait, tout ce qu'on fait doit être lié à une activité économique réelle. On ne peut pas faire de la finance pour faire de la finance, on fait de la finance pour développer une économie. Donc le deuxième pilier, c'est la tangibilité. Tout ce qu'on fait doit être tangible. D'accord ? Troisième pilier, c'est la solidarité. Peut-être que vous allez entendre ça pour la première fois, mais quand on parle de finance islamique, il y a un mot qui manque. À chaque fois, on parle de murabaha, etc. Mais il y a un mot qui est quand même un pilier de la finance islamique et un pilier de l'islam, c'est la zakat. Donc il y a aussi cette question de solidarité. Donc, la finance islamique, c'est un peu ces 3. Une éthique, de la tangibilité et de la solidarité. Donc c'est pour faire très très simple. Après, en pratique, on va parler de finance islamique, on va parler de murabaha, d'ijara, de produits de financement immobilier, etc. Pour les investisseurs, ça va être autre chose, etc. Ça dépendra de quel angle on est. La finance islamique est comme la finance. Il y a plusieurs secteurs. Il y a la banque, bien évidemment, il y a l'assurance, il y a la microfinance, il y a aussi le marché de capitaux, il y a aussi la zakat et le waqf. Donc tout ça, ça fait le grand périmètre de la finance islamique. Voilà, pour faire simple. D'accord. Mais c'est vrai que la finance islamique, aujourd'hui, si j'ai bien compris, au Maroc, parce que nous, aujourd'hui, on est basé au Maroc, ça fait à peu près combien de temps que la finance islamique, parce qu'ici au Maroc, on n'appelle pas ça la finance islamique, c'est les banques participatives. Exact. C'est ça. Alors, ça a commencé en 2007. En 2007, il y a eu une recommandation de Banque du Maghreb qui a fait qu'on a autorisé aux banques de proposer des produits à ce moment-là appelés alternatifs, qui étaient les produits de murabaha et d'ijara, etc. À ce moment-là, les banques n'étaient pas préparées, on ne comprenait pas vraiment ce que c'était, donc ce n'était pas vraiment un grand succès. 2007, la recommandation de Banque du Maghreb, de 2007 à 2010, on était un peu dans le flou. En 2010, il y a eu une première expérience un peu plus pratique et qui a marché et fonctionné sur le terrain. C'est la société de financement qui s'appelle Dar Safa. C'est une société de financement qui a été créée par le groupe Tijari Wafa Bank à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pu proposer des financements type Murabaha pendant toute une durée de 2010 jusqu'à 2017, où il y a eu la loi des banques participatives. On permettait à ce moment-là d'avoir des agréments de banque universels avec lesquels on peut faire tout. On peut recevoir les dépôts, on peut faire les financements, on peut tout faire comme activité bancaire normale. Mais sous, bien sûr, les contraintes et l'obligation de se conformer à la charia. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé. Je reviens juste sur le mot murabaha pour les personnes qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas la définition du mot murabaha.
Donc je te laisse nous expliquer. Ouais. Moi, je pense que tout le monde sait ce que c'est une moulabaha. Oui, non, mais c'est important. Je pense que c'est le mot le plus populaire d'ailleurs sur ce honnêtement, question-là. Oui, je veux dire ce que c'est. Il y en a beaucoup qui... C'est pour ça que... Ouais, ceux qui découvrent le sujet. Aujourd'hui, on va poser beaucoup de questions et on essaie de se mettre un petit peu à la place du public. Il y a beaucoup de questions que je t'ai déjà posées, où je connais déjà la réponse, mais je vais quand même te les reposer. Oui, pas de problème. Histoire de vraiment que les gens puissent avoir un petit peu leur réponse. Donc, en fait, moi, j'ai pas allé dans la définition théorique, etc. Grosso modo, c'est quoi? Le murabaha, c'est l'acteur financier va acheter un bien et va le revendre au client. Et donc, au lieu de donner uniquement un crédit financier et de l'argent au client, il va acheter le bien en question. Le bien, ça va être un bien meuble ou immeuble. Il va le revendre. Il va le revendre, bien évidemment, au client avec une marge. Et il va le faire. Bien, pourquoi on le fait? Parce qu'en fait, il y a la notion de temps. Donc, forcément, il va le vendre à tempérament. C'est-à-dire, le client va pouvoir le payer sur un certain nombre de mois ou d'années, dépendamment de quel type de produit on parle. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que c'est juste un bien de consommation? Tout ça, ça existe. Donc, voilà. Murabaha, c'est ça. La banque va acheter et puis revendre au client. Mais du coup, ces banques participatives ou banques islamiques, du coup, c'est en général, ou pour la plupart de toute façon, des filiales de banques classiques. D'accord? Il n'y a pas des banques qui sont uniquement dédiées à des banques islamiques. En tout cas, je parle ici au Maroc. Ce n'est pas un phénomène marocain. C'est un phénomène international. Ce qui se passe, c'est que vous avez deux grands schémas. Le schéma dans lequel vous avez vraiment des banques purement islamiques, dans le sens où leur holding, leur maison mère, etc., c'est islamique. Donc, depuis la construction, ça s'est fait comme ça. Il y a la Dubai Islamic Bank, il y a Beit Temwil Kuwaiti, etc. C'est au niveau international, je ne parle pas du Maroc. Okay. Et puis, l'autre configuration, c'est vous avez des groupes financiers qui s'intéressent à ce segment de la clientèle qui ne veut pas prendre ces produits parce que pour une barrière culturelle et de conviction. Et donc ceux-là aussi se sont dit, mais c'est quand même un marché intéressant, il faudrait qu'on rentre dans ce marché. Alors à ce moment-là, ils créent, ces groupes et ces entreprises financières créent des sociétés ou des banques islamiques. Il faut comprendre que pour être une banque islamique, on n'est pas obligé d'être même presque musulman. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que toutes les transactions et tous les produits qui soient dans la banque soient islamiques, conformes à la charia. J'ouvre une parenthèse, où disons, vous savez qu'on fait de la finance islamique, même on peut faire de la finance islamique contre les non-musulmans. Parce que là, c'est pas on prend un mouton à l'égorge, on dit bismillah, c'est comme ça que ça devient halal. Là, c'est la manière avec laquelle j'achète et je revends, du moment que ça respecte l'éthique islamique, donc c'est islamique. D'accord? Il y a beaucoup de questions qui viennent, est-ce qu'on peut être une banque classique et ouvrir une filiale, etc. C'est ça. Alors je réponds sur ça, mais en même temps, je dis le cas marocain et le cas international. Alors sur le cas marocain, il faut comprendre comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on veut s'ouvrir à la finance islamique, d'accord? On a une expertise bancaire classique, on connaît très bien le marché, on a développé une expertise tout au long de ces années, les banques marocaines d'ailleurs, elles sont saluées en termes de qualité, etc. Mais ce sujet-là de finance islamique, c'est quelque chose de nouveau. Donc comment on fait? On a envie de servir notre clientèle, mais comment on fait? Et puis, de l'autre côté, vous avez des investisseurs étrangers, internationaux, qui sont des investisseurs de la finance islamique, purement de la finance islamique, qui veulent entrer sur le marché marocain. Alors, on s'est dit, pour développer ce marché, il faudrait peut-être faire une chose. C'est à la fois bénéficier de l'expertise locale et aussi d'expertise internationale en termes de finance islamique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une création de plusieurs banques dont les actionnaires étaient d'une part une banque classique marocaine, nationale, étatique privée, etc. Et de l'autre côté, des investisseurs internationaux qui sont spécialistes de la finance islamique. Et ça pose pas de problème d'un point de vue charia, justement? Ça ne pose pas de problème du point de vue charia. Moi, je vais vous poser une question de l'autre côté. Quand quelqu'un veut faire quelque chose de conforme, vous l'interdisez de la faire? Ah non. C'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un est un acteur classique, et à un moment donné, il veut faire de la finance islamique avec moi, il veut faire des transactions avec moi qui sont classiques. Je ne parle pas de ce qu'il fait lui de l'autre côté. Je parle de ce qu'il fait avec moi. Du moment que c'est conforme, est-ce que je veux l'interdire de le faire? Oui, mais par contre, aujourd'hui, on a une question qui revient souvent. C'est la provenance des fonds. Oui.
la provenance des fonds. Donc, on dit que vu que les fonds viennent d'une banque classique, donc riba, cet argent aujourd'hui il est réutilisé, transformé pour dire tiens, c'est bon, il est halal, je peux te le prêter. Parce qu'on l'a mis sous forme de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde dit, il y a beaucoup de personnes qui disent que les banques islamiques, c'est un contournement d'une banque classique. Juste, on a mis le mot islamique. Je ne sais pas sur quelle question je vais répondre, parce qu'il y a deux questions là en même temps. Peut-être. Bon. Tu te débrouilles, tu réponds. Non, parce qu'il y a la question de provenance des fonds. La provenance des fonds, oui. Et de l'autre côté, il y a la question de contournement. D'accord ? Sur la question de provenance des fonds, sans rentrer dans un débat de fiqh, je vais vous dire l'exemple de ces banques marocaines. Une de ces banques marocaines, le jour où elle a voulu faire son activité de finance islamique, on est parti chercher sur son bilan la partie produits bancaires, la partie qui est autorisée, qui est illicite, et la partie qui est illicite. Alors, je reprends. Dans une banque, vous avez le capital. Le capital lui-même, c'est quelque chose qui est autorisé. C'est-à-dire l'argent avec lequel vous avez commencé votre business, c'est pas un problème. D'accord ? Ce qui est problématique, c'est le revenu. Riba, elle n'annule pas, elle ne rend pas illicite le montant d'investissement ou de montant du prêt. Elle remet en cause la riba ou l'intérêt qui est généré par le prêt, mais pas lui-même. D'accord ? Alors, sur la question des capital, on ne parle pas. On regarde la partie de revenus qui est illicite. D'accord ? Donc, cette banque-là, ce qui s'est passé, le jour où elle a voulu avoir son agrément, on a posé la question au Conseil supérieur qui, quelque part, voulait savoir quelle est la part de revenus illicites par rapport aux revenus licites. Quand je dis revenus licites, vous avez bien sûr les prêts à intérêt, mais le revenu licite, ça va être tout ce qui est frais par rapport à des virements, par rapport à des services financiers qui n'ont rien à voir avec le prêt, etc. Et donc, on a regardé... Parce que les frais des virements, c'est pas de la riba. Pourquoi ? C'est Non, c'est une question. Quand moi, je fais un virement, d'accord, d'une banque, de mon agence, de ma banque à une autre banque, j'applique des frais qui n'ont rien à voir avec la riba. La riba, c'est en relation avec le temps. D'accord ? C'est que je vais prêter de l'argent, d'accord, pendant une durée, et je suis rémunéré sur cette durée-là. C'est-à-dire, c'est pour ça que beaucoup appellent cette notion d'intérêt l'allocation de l'argent et des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, mais je parle de la même devise. Aujourd'hui, la riba, les intérêts sont transformés par des frais de dossier. Oui, mais c'est là où il y a beaucoup de contournements. Là, on parle de contournement. Exactement. Non, parce que, regarde, il y a beaucoup de sujets en même temps. Parce que là, le sujet, c'est plus un sujet de finance islamique. Là, non, mais c'est pour ça, des fois, j'avance un peu trop vite, moi, je me perds. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je te laisse finir. Quand tu parles de finance, quand tu parles de frais de dossier, etc., ça, en général, c'est utilisé par certaines sociétés de financement ou des banques pour dire que ça, c'est un prêt à taux zéro, parce qu'il y a des gens qui ont ce problème de conviction, etc. C'est un taux zéro, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des frais de dossier. Quand on regarde les frais de dossier, les frais de dossier sont décorrélés du service administratif, qui est uniquement l'étude de dossier. C'est en corrélation avec le montant qui est prêté. Et donc là, on voit quelque part que, bien évidemment, là, l'augmentation que vous avez fait sur le montant total, ces frais de dossier sont juste de l'intérêt déguisé. Exactement. D'accord ? Mais ça, c'est pour les frais de dossier. D'accord ? Moi, je reviens sur la question. C'était la provenance des fonds. Et j'ai donné l'exemple de ce cas-là, où les scolaires, ils sont partis voir sur la partie des fonds qu'ils ont, s'il y a un matelas assez confortable pour pouvoir créer la filiale. C'est-à-dire, c'est à partir de ce matelas de revenus licites qu'on les a autorisés de créer la filiale en tant que capital d'apport. Mais après, il faut comprendre une chose. Comment fonctionne une banque islamique ? Là, je parle... Parce que là, on dit oui, c'est les provenances des fonds, etc. Comment elle fonctionne, la banque ? La banque islamique, elle a bien sûr des fonds propres, c'est-à-dire des investisseurs qui ont à un moment donné mis de l'argent. Mais son rôle, c'est pas de toujours ramener des capitaux propres. Ce qu'elle fait, c'est de l'intermédiation entre des gens qui sont les déposants, qui sont nous tous, et ceux qui veulent un financement. Donc la provenance des fonds, c'est nous. Si c'est interdit, donc ça veut dire que ça vient de nous. C'est nous que c'est interdit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc oui, mais c'est comme les banques classiques. L'argent oui, qu'on bien dépose sûr. en banque, il est utilisé aussi pour...
principalement, l'argent avec lequel se finance une banque, c'est la partie dépôt. D'accord ? C'est pas la partie levée de fonds au sens les bons de société de financement, les obligations, etc. Je dis principalement. Mais bien sûr que toutes les banques, elles vont émettre des obligations sur le marché qui sont des prêts avec intérêt avec lesquels ils se refinancent. Maintenant, elles ne le font pas au niveau de la banque islamique. Au niveau de la banque islamique, quand on a besoin de fonds, alors si on n'a pas les dépôts, on va émettre des soukouk, c'est-à-dire des titres financiers qui sont basés sur l'un des contrats de finance islamique, avec lesquels on va demander l'investissement ou les fonds des investisseurs. Donc, quand on parle de la provenance des fonds, moi, je me pose la question, est-ce qu'on parle des fonds qui ont servi à la création de la banque ou au fonctionnement de la banque ? Si on parle du fonctionnement de la banque, soyez certain qu'il n'y a pas ce sujet-là. Si c'est une banque islamique, c'est un faux débat. C'est les dépôts des gens, donc normalement qui sont considérés illicites, hein, sauf si on commence à dire mais dans quoi tu travailles, toi qu'est-ce que tu fais, est-ce que toi sauf si on va dans ce sens-là. Et d'ailleurs on le fait parce que quand on fait du KYC, on le fait. Quand on sait si une personne, etc., travaille dans un secteur qui n'est pas autorisé, etc. Et donc sur la provenance des fonds pour le fonctionnement, je ne vois pas du tout de sujet. Par contre, si vous me posez la question sur la provenance des fonds, pour la création, le capital avec lequel on a pris les murs, on a acheté le système d'information, etc., oui, il y a des gens qui sont musulmans, des gens qui sont non musulmans, qui vont pouvoir investir dans une banque islamique. Après, la question de la provenance de leurs fonds, c'est une question, bien sûr, qui fait débat, mais pour moi, elle ne pose pas de problème. Pourquoi elle ne pose pas de problème ? Parce que le prophète, alayhi salam, quand il a commercé avec les non-musulmans, il n'a pas posé la question sur « mais comment vous faites pour ramener votre argent ?» Tout en sachant qu'à ce moment-là, il y avait des chrétiens et des juifs et des athées, etc., tout type de religieux. Et on savait par exemple que les juifs pratiquaient à ce moment-là le taux d'intérêt. Et ils commerçaient avec les juifs. Donc il n'y avait pas de sujet, ils ne posaient pas la question « est-ce que ça, vous l'avez eu de cette activité ou de cette activité ou de cette activité ?» Bon, il y a un sujet sur lequel moi je voudrais peut-être parler après, c'est quand on parle de finance islamique, et de l'islam d'ailleurs, il y a une question de quel est le niveau de, comment dire ça, d'interaction que je vais avoir avec l'autre. Quand tu regardes par exemple, en islam, on peut commercer avec des non-musulmans, bien évidemment, n'est-ce pas ? Et là, la question de ceux qui sont... le prophète sallallahu a commercé avec des juifs, des chrétiens, etc., sont posés la question sur leur foi. Il y a la question qu'on peut se marier avec des non-musulmans. Je parle pour un homme qui peut se marier avec une femme, avec les conditions de non-musulmanes, je parle des chrétiens ou juifs, etc. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, l'islam intègre dans sa manière de s'exercer le fait qu'il y a des différences et qu'on ne peut pas être dans un monde, entre parenthèses, pur pour nous. On s'applique à nous les règles, mais on ne va pas les appliquer aux autres. Bien sûr. C'est ça la différence. Mais si les autres n'appliquent pas les règles, est-ce que je vais vivre avec eux ou pas ? Ben, je vis avec eux. Et je commerce avec eux. Et même il y a du mariage avec eux. Et on est dans les mêmes pays, on va dans les mêmes pays avec beaucoup de relations, etc. Donc il faut prendre ça à l'esprit. Et il y a cette question d'éthique. La différence, c'est quoi la différence entre nous, par exemple, musulmans, et les chrétiens, et les juifs, et les autres, quand on parle d'éthique? Tous, ils ont une éthique. Hein. Il y a très peu de personnes qui n'ont aucune éthique. D'accord? Tous, ils ont une éthique. Mais en fait, la différence, c'est le niveau d'application ou de degré de compréhension de cette éthique-là. Quand tu prends, par exemple, l'alcool, tout le monde est d'accord que boire de l'alcool, ça fait perdre la faculté de penser, de réfléchir, et tout le monde est d'accord que c'est pas bon. Toutes les religions, et tout le monde, même les gens qui ne croient en rien du tout, ils disent non, si ça me fait perdre la faculté de réfléchir et de penser, c'est pas une bonne chose. Après, il y a quelqu'un qui va dire non, c'est interdit totalement, comme par exemple l'islam. Il y a d'autres qui vont dire oui, mais c'est avec modération. D'accord? La finance, l'intérêt d'ailleurs, regarde. Sur l'intérêt, en islam, on dit niet, c'est pas possible. Hein. Même pas 0,001 de centime, je prends pas. C'est pas possible. Pour toi, aujourd'hui... Attends, je termine juste ça et je te laisse parler. Alors que tu vas regarder chez les chrétiens, c'était interdit, à un moment donné c'est possible, mais pas l'usure. On fait une différence entre l'intérêt et l'usure. On dit l'usure, c'est un peu quand c'est excessif. D'accord? Et quand tu vas regarder sur le côté des juifs, les juifs vont dire moi je peux appliquer de l'intérêt, mais surtout pas à ma communauté.
Et donc, c'est une compréhension de l'éthique et de son application. Mais le principe lui-même de l'intérêt et son interdiction, il est déjà chez tout le monde. Le principe de ne pas user comment dire, des biens ou des boissons alcoolisées, etc., ou tout ce qui fait perdre la faculté de penser, de réfléchir, c'est intégré chez tout le monde. D'ailleurs, les drogues dures, c'est interdit chez tout le monde. Il y a pas de... C'est interdit par la loi. Tout le monde est d'accord. Vous voyez, donc l'éthique, c'est juste une lecture. La différence, c'est qu'il y a une lecture différenciée, nuancée entre les différentes religions. Et l'islam, il intègre que ça existe, qu'il y a une différence de lecture. Et c'est pour ça que je vais pouvoir vivre dans un pays dans lequel il y a des non-musulmans. Et je pourrais commercer avec eux, et je pourrais investir avec eux, et je pourrais travailler avec eux, qu'il n'y a pas de problème. Du moment que je m'applique à moi les règles qui sont les règles de l'islam, c'est-à-dire ne pas pratiquer d'intérêt, ne pas boire d'alcool, etc., etc. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Après, il y a la question de contournement, mais tu voulais dire quelque chose et après je parle de ça. Ça va revenir. Ah, d'accord. Alors, il faut comprendre une chose. Il y a du contournement sur certaines choses et d'autres non. C'est l'islam et la finance islamique, il ne faut pas comprendre que c'est une finance sacrée, au sens que mais c'est un livre sacré. Ce n'est pas un livre sacré. C'est une pratique humaine de la finance qui est inspirée par les principes, d'accord, qui sont les principes du Coran, etc., du hadith, etc. Est-ce qu'elle est parfaite? Ben non, elle n'est pas parfaite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé? Oui, il y a des gens qui ont mal utilisé la finance islamique, ça existe. Sauf que, alhamdoulilah, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas les choses les plus développées. On est à 40 ou 50 ans depuis le commencement, démarrage de ces activités-là. Il y a eu beaucoup d'évolutions, on a chassé beaucoup de choses, etc. On a filtré, alhamdoulilah, il y a des choses qui ont évolué. Donc, dans votre esprit, est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait. Je prends une sorte d'exemple ou de parallèle, vous comprenez. Quand on parle, je pense qu'on en a parlé avant, quand on parle de la justice, c'est un principe, n'est-ce pas? La justice, c'est un principe sur lequel tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur la justice. Maintenant, la justice, c'est une chose, le ministère de la Justice en est une autre. D'accord? La justice appliquée au sens système judiciaire, c'est une autre chose. Est-ce que ça, c'est la justice? On va dire, la justice n'est pas juste. Ben non, c'est pas la justice, le principe qui n'est pas juste. C'est l'application que nous on fait de ce principe-là qui pose problème. Mais qui pose problème, ça veut pas dire qu'il est complètement faux. Et c'est ça aussi qui est intéressant en islam, c'est que on se dit, on a ce principe de perfectionnement, c'est-à-dire on a le droit à l'erreur. On a le droit à faire des erreurs. Mais aujourd'hui, qui a validé ça? Qui a validé quoi? Qui a validé la finance islamique? La finance islamique. Okay. Ici au Maroc, je te parle. Aujourd'hui au Maroc, ça a été validé par qui? Le système marocain est assez spécial par rapport aux autres systèmes. Il a mis un système de gouvernance assez fort. Quand je dis gouvernance charia, c'est-à-dire comment on protège la conformité charia. Qui a validé le système, les dispositifs? Oui, quand tu dis que c'est pas une banque, quand tu dis que tu as la banque islamique et tu as l'islam, d'accord, que la banque islamique, bien sûr, peut être utilisée par des non-musulmans, mais aujourd'hui, quand on dit banque islamique, et ici on dit banque participative, mais aujourd'hui, ces banques-là, qui a validé les contrats, la charia, qui l'a validé aujourd'hui, ça? Alors, au niveau du Maroc, je reprends le Maroc. Le Maroc, il a pris un système de gouvernance charia qui est assez fort. Quand je dis le système de gouvernance charia, j'explique ce que c'est l'ensemble des dispositifs et le système qui permet à ce qu'on s'assure que c'est charia conforme, c'est conforme à la charia. Qui s'assure? Tout le monde. Les actionnaires, les clients, les autorités, les régulateurs, tout le monde doit s'assurer que c'est conforme. Quand on vous dit c'est islamique, c'est islamique. Ce système-là, il est composé. Il y a une grande composante, mais vraiment principale, c'est le Conseil supérieur des ulama. Les ulama. Voilà, c'est le Conseil supérieur des ulama. C'est pas n'importe quel ulama. Au Maroc. Ouais, c'est l'organisation suprême au Maroc, en autorité religieuse suprême, qui elle donne les fatwas sur l'ensemble des sujets d'ordre public. C'est elle qui a rendu des fatwas sur chaque contrat que on utilise en finance islamique. D'ailleurs, c'est assez spécial. Hein. Normalement, dans les autres pays, ça marche pas comme ça. Vous avez des conseils charia par banque, lesquels regardent les contrats, les procédures, etc. Ils valident après. Au Maroc, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est chaque contrat est revu,
validé par le Grand Conseil des ulama. Donc, ce qui fait que c'est une mécanique assez lourde, mais ça, ce qu'on voulait, c'est avoir cette assurance Oui, c'est un gage de qualité, Ouais, C'est un finalement. gage de, Ouais. de qualité, bien sûr. chez tout le monde. Bien Et sûr. qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas une banque qui va utiliser ce contrat Mmh. et l'autre va utiliser un autre contrat, etc. C'est le contrat, dès qu'il Oui, est c'est une déposé, espèce dès qu'il est de utilisé, certification Ouais. qui... c'est une certification. Mm. Et il faut comprendre que cet organe, Conseil supérieur de l'ULAMA, mais vraiment, il ne peut subir aucune pression de qui que ce soit au niveau du Maroc, parce que déjà, il est présidé par Sa Majesté, le roi. Donc, ils ont un poids énorme au niveau de la validation. C'est-à-dire, c'est vraiment une indépendance assez impressionnante par rapport à ce qui existe ailleurs. Et donc, c'est comme ça que ça a marché. D'ailleurs, il y a le Conseil supérieur de l'ulama est là, par exemple, sur la question du takaful, l'assurance islamique. Au départ, quand il n'y avait pas d'assurance islamique, il a dit non, on ne prend pas d'assurance classique. Quand on fait des contrats de financement, Murabaha, etc. Ouais, Ah non, forcément. on ne peut pas le faire. Ah non, vous ne pouvez pas proposer ça à vos clients. Alors, c'est une position qui, quelque part, dans les autres pays, ils ont accepté momentanément. Alors, lui, il a dit non, on ne fait pas ça, il faut que tout soit conforme dès le premier jour. Sinon, on ne fait pas. Ça montre en fait comment les autorités ici, les autorités religieuses, Prenons au sérieux le sujet. prennent en sérieux ce sujet-là. Donc, qui a validé? C'est ces gens-là. D'accord. Et j'ai une question. Aujourd'hui, le problème de la riba, c'est l'intérêt usuraire, d'accord? Mais aujourd'hui, une banque classique, quand tu empruntes, parce que l'intérêt usuraire, c'est quand tu empruntes et tu ne sais pas combien tu vas rembourser. Ça en fait partie. L'intérêt est usuraire par Voilà. définition. Mais Non, finalement, parce que toi, tu parles mais il y a d'intérêt et intérêt, d'usure. non, mais c'est pour ça, il y a intérêt, il y a bénéfice. Aujourd'hui, le truc, il est là. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait du commerce, quand on vend quelque chose et on le vend plus cher, parce qu'on le vend dans le temps, on a le droit. Mais quand tu prêtes pour acheter ou que tu achètes et tu revends, parce que finalement, c'est ça la banque islamique. La banque islamique, on ne te prête pas de l'argent, mais on achète ton bien immo ou ton véhicule et on te le revend plus cher, mais on ne te le revend pas à un prix plus cher finalement, on te le revend avec un taux de pourcentage de 5-6% à peu près. D'accord? Donc finalement, au bout, tu sais combien tu vas rembourser. On est d'accord? Donc aujourd'hui, tu avais besoin d'acheter une maison à 500 000 euros, tu es passé par une banque islamique où tu as eu en intérêt ou en frais, tout dépend comment il peut être classé, mais au final, tu sais combien cette maison tu vas la rembourser. D'accord? Oui. Un crédit classique, tu sais aujourd'hui combien? Bah oui. S'il n'est pas à taux variable, tu sais combien tu vas le rembourser ton crédit. Donc, qu'est-ce qui différencie ces deux prêts pour moi? Ma question, c'est qu'est-ce qui différencie le prêt où tu passes par une banque, où tu signes 25 ans et que tu sais que tu es à 2-3% et que dans 25 ans, ça coûte tant? En gros, pourquoi d'un côté c'est riba et pas dans l'autre? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le problème aussi qui revient très souvent, c'est le triparty. Parce que moi, j'ai le droit de te vendre ma maison plus cher dans le temps. Parce que tu me la payes tout doucement, je te fais un prêt et je te la vends plus cher, mais c'est ma maison. Je suis propriétaire de cette maison. D'accord? Mais aujourd'hui, le problème qui revient souvent sur le crédit islamique, c'est le triparty. Pourquoi il y a une troisième personne qui vient se mettre au milieu pour prendre de l'argent? Qui est cette troisième personne? La banque? D'accord. La banque, elle est propriétaire ou pas? Du bien? Ouais. Oui. Et pourquoi tu fais la différence? Mais Parce que comment la elle est banque propriétaire aujourd'hui du bien? Parce qu'elle l'achète. Elle l'achète ou elle l'hypothèque? Non, elle l'achète. Elle l'achète Elle avec ses l'achète. fonds propres. Elle l'achète avec ses fonds propres, elle l'achète, il est au nom de la banque, enregistré au nom de la banque, tout est fait au nom de la banque. Donc- Elle prend tout son risque avant de le revendre. Sinon, c'est pas une opération de Et la murabaha, banque passe c'est chez pas le une notaire opération. et paye la... Ah oui. Là, De- c'est une Même, question même que... si je pense que c'est pas l'objectif de la question. Ouais, bah moi justement, je veux que tu nous expliques comment ça fonctionne en fait concrètement, une banque islamique. Tu vois, quels sont les produits? Tu vois, on a parlé de Murabaha. Je pense qu'il y a d'autres produits. À qui ça s'adresse? Quels sont les investisseurs qui peuvent y prétendre? Tu m'as dit musulmans, non musulmans. Et comment ça fonctionne en fait concrètement? Donc D'accord. là tu as cité un exemple, c'est que la banque achète le bien et puis te le revend. Ça, c'est comme Ouais. ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, il y a plusieurs questions en même temps. Encore une fois, il y a la question, mais c'est quoi la différence? Et après, la question de quoi c'est quoi les produits, etc.
Alors, déjà, sur la question de différence, je peux prendre plusieurs angles pour traiter cette différence-là. Soit je prends l'angle client, et soit je prends l'angle beaucoup plus juridique et sur la nature. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi l'intérêt est interdit? Alors, déjà, pour le client, il faut comprendre une chose. Comme tu dis, c'est quoi la différence entre les deux? In fine, tu parles du résultat. In fine, tu ne regardes pas les autres choses. Hein, tu regardes que le résultat final. Sur le résultat final, une fois que tu as fait ta murabaha et ton immeuble ou ton bien immeuble ou peu importe ce que tu as acheté, ce que tu voulais acheter, tu l'as. Tu as une créance vis-à-vis de la banque. Cette créance ne change pas dans le temps. Même si tu es dans des retards de paiement, elle ne peut pas changer. Ce qui n'est pas le cas dans un crédit classique. C'est une différence déjà très grande. C'est majeur. Ouais. D'accord. Ça, c'est déjà un principe. Même si on rééchelonne. Et si par exemple... Mais ils vont rééchelonner si, par exemple, quand il y a des cas de... Aujourd'hui, j'achète une villa, 500 000 euros. D'accord. J'ai 6% ou 5%. J'ai 5% de taux d'intérêt. Parce que je ne sais pas si on les appelle des taux d'intérêt. Comment on les appelle aujourd'hui? Parce que vous fonctionnez aussi... C'est des taux, mais ce n'est pas de l'intérêt. D'accord. On a un taux de 5%. Ils appellent ça taux de marge. Mais, oui, taux de marge ou plus-value. Très bien. Enfin, je sais pas. 5%, mais il est par an. On est d'accord. Comment ça, il est par an? J'ai pas compris. Le 5%. Ouais. Il est par an. Dans un financement islamique? Dans un financement. Oui, il est par an en termes de calcul, mais une fois que c'est décidé, c'est figé. Voilà, ma question, elle est là. Elle est que c'est pas sur le capital restant dû. Non. Non, c'est pas ça, comme une banque classique. Bah oui, c'est voilà. Non, attendez. Ça commence à partir. Attends, juste, je vous explique ça. Parce que là, quand on parle de taux, etc., moi, j'ai juste peur qu'il y ait une confusion dans qu'est-ce qu'on est en train de dire. Il faut juste comprendre que le mot taux n'est pas un problème. Il y a taux de natalité, de mortalité, de fertilité. Non, mais c'est un taux, c'est un rapport. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, le taux, d'accord? Bénéfice. Quand je fais, non, il y a le mot taux, il y a le mot est-ce que intérêt, est-ce que c'est marge, est-ce que c'est autre chose? Le taux pour moi c'est pas du tout un sujet, du tout, parce que moi je vous dis, je vends ça sur 15 ans par exemple à plus de 30%, 40%. Je l'annualise parce que mes investisseurs derrière, les déposants, ceux qui font des dépôts d'investissement, ils veulent savoir combien ils gagnent par an. D'accord? C'est pour ça que je fais des annualisations. C'est pour ça que je dois calculer de cette sorte-là. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas faire rentrer des investisseurs pendant 2 ans ou 3 ans. Après, ils partent. Je ne peux rien faire si je n'ai pas d'outils pour calculer. D'accord? Donc, forcément, ces 30 ou 40 ou 50 ou 100% de plus, je dois les annualiser pour moi, dans mon esprit, pour pouvoir faire mes calculs. Mais ça, c'est une chose. Ma question, elle est qu'aujourd'hui, c'est 5%, c'est 5% par an si on les étale sur 20 ans, sur un crédit sur 20 ans. D'accord? Donc, ça va faire, je ne sais pas, je te dis une bêtise, mais j'ai pas... C'est 50% de plus, je dis n'importe quoi. Plus, donc, on va dire que ces 500 000 euros se transforment en 750 000 euros, d'accord? D'accord. Se transforment en 750 000 euros. Mais moi, au bout de 2 ans, je veux revendre. Ouais. Qu'est-ce que je rembourse à la banque? Normalement, tu dois rembourser le prix avec lequel tu as acheté. C'est-à-dire, si c'est 750, ça va être les 750. Donc, ça veut dire si la maison, aujourd'hui, je l'ai achetée 500, et que je décide de la revendre dans 1 an et demi... Ça va être les 750, en principe. Alors qu'elle ne les vaut pas. Pourquoi tu dis qu'elle ne les vaut pas? Parce qu'aujourd'hui, moi, je voulais acheter cette maison. Supposons que c'est... Non, attends. Mais le fait de combien ça va valoir dans 2 ans, 3 ans... Non, je ne cherche pas à savoir combien ça va valoir. Je termine. Et en quoi ça change par rapport à l'opération initiale? C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis engagé finalement à rembourser 750 quoi qu'il arrive. C'est là où je voulais te rajouter une information, c'est que en fait, ce qui se passe, les banques aussi sont intelligentes, les banques islamiques elles sont intelligentes, elles vont te dire, écoute, nous, si jamais tu viens, pour rembourser avant, il se peut, mais c'est pas obligatoire, il se peut qu'on vous donne un rabais. Et la plupart font ça. Mais pour que ça soit conforme à la charia, il est impossible de mentionner ça dans le contrat. Mais c'est très bien d'en parler. C'est pour ça. Oui, justement. C'est très bien d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas emprunter parce qu'ils ne veulent pas passer par le circuit des banques classiques. Mais aujourd'hui, tu as 2 solutions. Tu veux acheter un toit, tu veux avoir un toit sous la tête et tu veux l'acheter, tu peux. Mais tu dois passer par là et il y a des conditions.
Et la condition, elle est que si tu empruntes 500 pour 750, tu t'engages à payer 750, même si au bout de 2 ans, tu as envie de revendre et tu n'es pas bien chez toi. Ouais, et aussi, en même temps, ça ne peut pas augmenter, même si tu fais des retards extraordinaires, etc. C'est ça. Et même si jamais on réalise l'hypothèque, etc., ben on peut prendre ce qu'on va prendre, on ne va pas prendre plus que ça. Et si maintenant, demain, j'ai besoin d'un prêt à la consommation? Oui. J'ai besoin d'un prêt à la consommation. D'accord. Est-ce que la banque islamique me fait ce prêt à la consommation? Même si toi tu parles de prêt, c'est pas un prêt, mais je pourrais peut-être parler d'autre chose. C'est un financement. Un financement, j'ai besoin. Tu as besoin d'un financement, mais il y a pas de. Je pense pas qu'il y a un problème. En tout cas, au Maroc, on n'est pas encore au niveau de financement de la. Comment dire, de besoin de la consommation. Non, mais je dois déménager. C'est un exemple que je donne. Je dois déménager. J'ai besoin de m'acheter un frigo, une télé. Ouais. J'ai besoin d'un prêt à la consommation. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la banque va m'acheter mon frigo et va m'acheter mon micro-ondes ou va me donner l'argent et me dire tu me les rends avec temps? Elle va l'acheter et va te le revendre. D'accord. Et au Maroc, aujourd'hui, ça existe, ça? Pas encore. Pas encore, très bien. Tout ce qui est consommation? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout ce qui est... Parce que la mécanique, elle est compliquée. Non, mais je comprends. Parce que la mécanique, elle est compliquée. Je comprends. C'est pas très simple, en fait, pour la partie de la consommation. C'est très bien que, tu sais, pour pouvoir être sûr que la banque, elle a eu la propriété du réfrigérateur avant de le revendre, il faut mettre en place un système, etc. Il faut que tout le monde... C'est tout un système. Hein. Après, je te pose des questions. Franchement, je te pose les questions que moi, j'ai vu revenir souvent. Ouais. Et je me mets un petit peu à la place du public. Hein. C'est pour ça. Même si je connais déjà la réponse, mais pas tout le temps. Je connais pas tout le temps la réponse. Tu m'en apprends aussi à chaque fois que je parle avec toi. C'est moi qui apprends avec toi. Tu m'en apprends tous les jours. Et non, mais c'est pour ça que je te pose ces questions. C'est important. C'est important pour que les gens savent. Parce que moi, je te dis honnêtement, aujourd'hui, nous, on est un peu, on était mitigés sur ce sujet. Et tu sais, quand on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, moi, je suis un peu dans cette optique-là. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, si j'ai un doute sur ça, il n'y a plus de doute, j'y vais pas. Comme ça, je vais pas aller chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Mais par contre, aujourd'hui, la finance islamique peut vraiment nous aider à tous d'avancer dans nos principes et nos valeurs. Bien sûr, peut nous aider. Mais il s'agit juste d'être bien accompagné et surtout d'être bien informé. Moi, je pense que c'est ça le principal. Du coup, tout à l'heure, tu as répondu à une partie de ma question, mais C'est laquelle, la première? La deuxième partie, c'était quels sont les produits proposés en financement islamique et à qui ils s'adressent? Alors, les produits de la finance islamique, je veux dire, en termes de finalité, c'est à peu près exactement ce qui existe dans la finance classique, c'est-à-dire, tu as un besoin. C'est le besoin, par exemple, c'est financement immobilier. Donc, financement immobilier, tu vas en avoir. Financement automobile, tu vas avoir le financement automobile. Financement des entreprises. Par exemple, ils veulent acheter des équipements, ils veulent acheter des terrains, ils veulent acheter, etc. Tout ça peut se faire avec la finance islamique, avec différents types de produits. Ça dépendra du cas, de la situation, etc. Il y a des moments où je vais faire de l'allocation, d'Ijara par exemple, ça va être plus intéressant pour la banque en termes de risque, etc., de rentabilité. Des fois, ça va être la murabaha parce que c'est beaucoup plus simple. Vu la nature du bien et vu la nature du risque de contrepartie que j'ai en face de moi, ça va dépendre en fait du besoin de chaque type d'opérateur économique. En général, les entreprises, quand ils vont avoir, par exemple, besoin de fonds de roulement, on va appliquer du salam, par exemple, on va appliquer de la murabaha matière première, ça dépend. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs produits, ça va être difficile en fait d'expliquer chaque produit par produit, mais l'idée, c'est qu'il y a, pour chaque type de besoin de financement, il y a en face plusieurs types de contrats qu'on pourrait faire actionner. Et c'est ça, il y a un sujet juste très important en fait, sur lequel je voulais réagir, c'est quand on parle de besoin de financement, etc. Il faut comprendre qu'en islam, s'il y a un besoin, on n'est pas dans le déni. On ne dit pas non, c'est pas possible. Si un besoin, il est naturel, il est normal, on va trouver des solutions. On ne dit pas non, c'est pas possible. Non, il y a pas besoin de financement, on va essayer de trouver une solution de financement. Il faut que ça colle, il faut que ça corresponde avec les principes. Et ce qu'on nous a donné comme principe pour pouvoir le faire. Il ne faut pas être mais je vais faire de la finance, mais la finance en tant que telle n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quoi finalement la finance? C'est mobiliser les fonds pour développer l'économie.
mobiliser les fonds pour développer l'économie. C'est pour ça qu'on a besoin de cette finance-là et des opérateurs financiers. Donc moi, je dois le faire, mais je ne dois pas le faire de la même manière que font les autres, parce que ça ne colle pas avec mon éthique. Moi, je ne peux pas faire du prêt à intérêt. Après, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre parenthèses? Pourquoi la différence entre prêt à intérêt, encore une fois, et une murabaha, parce que pour toi, ça, finalement, ça c'est du... à la fin, on se retrouve avec une dette à payer sur plusieurs années. C'est les garanties. Non, c'est pas les garanties. Ici, il y a les garanties, ici, il y a les garanties. Non, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, tu dois payer, et que tu auras des intérêts, et que si ça part en justice, si tu as arrêté de payer, ton prêt, tu dois le rembourser, sinon tu perds ton argent, tu perds ton bien. Et c'est pas le cas ici, d'après ce que j'ai compris. Pourquoi c'est pas le cas? Je m'excuse. Tu mobilises l'argent de ce vendeur, c'est quelqu'un qui t'a vendu quelque chose, et après tu veux dire, parce que j'ai pas de, mon projet n'a pas marché, je peux pas le rembourser, c'est pas possible. Lui, si tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est une dette, et dette en islam, c'est tellement sacré que ça craint. De le fait de ne pas payer la dette. Ouais. Il faut comprendre une logique un peu plus... C'est là où je voulais te dire, il y a une différence entre ma vision client, individuelle, micro, et la vision plus générale. La vision plus générale de pourquoi moi j'interdis le prêt à intérêt. D'ailleurs, je parle de l'islam, la chrétienté, le judaïsme, tout ce beau monde, ils disent que c'est pas possible de faire c'est pas bien de faire du crédit à intérêt. Et en fait, quand tu regardes ça... Moi, j'ai jamais entendu se plaindre. Hein j'ai jamais entendu se plaindre. Les autres. Non, mais c'est quoi la différence? Pourquoi c'est interdit? Et là, il faut comprendre une chose. On va dire une petite minute, mes 2 minutes de philo. En fait, tu as les systèmes dans lesquels... alors, on va dire la chose comme ça. Supposons que dans une économie, la nôtre, ici au Maroc, on dise, vous savez quoi, les tables, les chaises deviennent très chères, très très chères, super chères. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'assoit par terre. C'est tout, on va travailler par terre. Parce que c'est trop cher. On peut le faire, n'est-ce pas? Bon, c'est un peu pas très sympathique, mais on va pouvoir le faire. Mais si on vous dit, par exemple, que le blé, que des biens de très forte consommation et alimentaire, de première nécessité, deviennent super chers. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'adapter là. Alors, on trouver une solution. On ne peut pas. Il n'y a pas de solution. Ah non, s'ils deviennent chers, c'est la guerre. C'est très simple. Si moi, je ne peux pas manger, qu'est-ce que je fais? Je vais voler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si le bien dont on parle devient super cher, presque inaccessible, je ne peux pas m'en passer. C'est ça la différence. C'est que dans mon économie, si c'est un bien qui est super important, il devient super cher, ça veut dire qu'il est inaccessible pour la grande partie de la population, alors que c'est le nerf avec lequel on vit, forcément, on va avoir crise politique, crise économique, et forcément, il y a des guerres qui vont arriver après. C'est ce qui arrive partout d'ailleurs. C'est à chaque fois crise financière, économique, et on a des guerres après. Et donc, moi, qu'est-ce que je dois faire comme quelqu'un qui doit préserver l'économie? J'essaie de mettre des barrières dans mon économie sur les biens qui sont stratégiques, qui sont, très très importants, comme la monnaie et comme les biens alimentaires. Et c'est pour ça que la partie échange de ces biens-là, on essaie de la limiter et de la réglementer et de la réguler. C'est pour ça qu'on dit, vous voulez faire une transaction financière? Faites attention, faites une transaction financière, vous ne pouvez pas avoir de plus, du surplus parce que vous avez donné plus de temps. Ah, mais comment on fait? C'est pas grave. Vous voulez faire du commerce? Vous voulez avoir une marge? C'est pas grave. Sortez vers le circuit économique, faites ce que vous avez à faire, vous revendez, vous revenez au circuit financier, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas rester dans le circuit financier, faire de l'intermédiation passive. Et là, l'intermédiation passive, juste pour comprendre ce que c'est-à-dire que moi, je fais rien du tout, juste parce que j'ai une position de force, j'ai de l'argent, etc., que je peux me rémunérer uniquement par cette position-là, sans apporter une vraie valeur ajoutée dans le circuit de l'économie. Un exemple très simple. Vous avez un grossiste, un semi-détaillant, un semi-grossiste, et un détaillant. Et vous, dans le circuit, vous prenez en tant que grossiste, vous donnez au semi-grossiste, le semi-grossiste distribue au détaillant, etc. N'est-ce pas? Circuit de distribution normal. Chacun de cette personne, elle a apporté une valeur ajoutée. D'accord? Oui, elle a clair. Un vrai rôle dans la chaîne de valeur. Supposez que ce grossiste-là, d'accord, il est tellement fort en termes de position économique
qu'il va prendre toutes les autres positions et mettre le prix qu'il veut. D'accord ? Il va pas créer de valeur. Imaginez quelqu'un qui rentre dans cette chaîne et qui, juste parce que sa forte position financière, va pouvoir prendre une position sur cette chaîne de valeur. Et il va augmenter le prix. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui va arriver s'il augmente ? Ça va se répercuter sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il a fait comme intermédiation ? Il n'a rien fait. Il est juste venu prendre une position sans forcément avoir une valeur ajoutée sur la chaîne, sur l'économie. Alors nous, par exemple, dans la finance islamique, sur cette question-là, par exemple, si c'est un bien alimentaire, on dit, vous n'avez pas le droit, monsieur, de revendre quelque chose alimentaire si vous n'avez pas pris la possession et les déplacer dans vos dépôts. Vous dites, mais pourquoi on vous demande ça ? Parce qu'en fait, si lui, il calcule de cette manière-là, il va dire, ah, ça, c'est des frais de transaction. C'est des frais de transaction qui deviennent chers parce que je dois prendre le bien, le stocker chez moi, puis le remettre. Oh, c'est un peu lourd comme ça. Et du moment que ça devient cher, lui, il ne rentre pas dans ce circuit-là. Ça n'est pas intéressant pour lui. Et c'est pour ça qu'on commence à faire des interdictions ou on va dire des restrictions pour que le circuit économique ou le circuit économique de certains biens soit protégé. On veut protéger l'économie. Alors que sur tous les autres biens, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de sujet sur les autres biens. Pourquoi on ne va pas parler ? C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez faire du commerce, faites le commerce. L'intérêt, non. Parce que l'intérêt, c'est de la finance. Et on n'a pas envie d'avoir des personnes qui vont prendre une part, se renforcer sur ce circuit financier uniquement par leur force financière. Ils vont détenir l'économie et ils vont rendre l'argent cher. C'est ce qu'on est en train de dire. Je suis désolé de 2 minutes de philo, là, j'arrête et puis c'est autre chose. Désolé. Non, c'est hyper intéressant. En fait, ce que tu décris, c'est un peu le principe du dropshipping aussi. C'est ça, c'est-à-dire que tant que tu ne déplaces pas le bien que tu vends, que tu l'acquiers, tu le mets dans tes stocks à toi pour le revendre après, en fait, c'est interdit du coup. Je ne peux pas dire que c'est interdit. Alors, le dropshipping, c'est un autre sujet. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est le problème du tripartite. Aujourd'hui, c'est ça le débat. Il y a beaucoup, ça revient beaucoup le tripartite. Pourquoi ? Parce que finalement, ce n'est pas la banque qui a acheté et qui met en vente. C'est toi qui dis à la banque achète-le-moi et revends-le-moi. Et en quoi c'est un problème ? Moi, ça, c'est une question qui est revenue. C'est pour ça que je t'en parle. Ouais, il y a le bien, il y a le meilleur. Mais après, je sais très bien que, voilà. Non, je comprends. Aujourd'hui, c'était important de parler de ça parce que ça fait débat et parce qu'il y a beaucoup de divergences et on voulait avoir ton point de vue. On voulait avoir ton point de vue, toi qui maîtrises très bien et qui sais de quoi tu parles. Mais c'est vrai que c'est important et que si cette solution est validée aujourd'hui par des ulama, je ne vois pas, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à dire. Voilà. Je suis désolé. Tu as donc, tout dit. Après, tu veux pas faire, tu fais pas. Mais, voilà. Moi, je t'ai posé un petit peu les questions qui reviennent. Moi, tu m'en as bien déjà informé, même si je sais pas si j'ai oublié des choses ou il y a des choses que je t'ai pas dit. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être intéressant. Et je voulais revenir sur un truc, parce que là, je vais te parler un petit peu d'IMO. Aujourd'hui, une banque islamique, mais une banque aussi en général, parce que ça, c'est une question qui revient souvent par nos clients. Pourquoi des projets sur plan, aujourd'hui, ne peuvent être financés par des banques ou des banques islamiques, banques participatives? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les projets sur plan, c'est comme le VFA en France, mais c'est pas vraiment du VFA. Même si aujourd'hui au Maroc, il y a le VFA, mais il faut passer par des banques. Le VFA, de toute façon, il n'est pas très répandu au Maroc. Il n'est pas très répandu. Même si c'est à la réglementation. Maintenant, pourquoi les banques islamiques ne financent pas les ventes sur plan au Maroc, particulièrement? Il y a déjà un sujet, c'est quoi le produit le plus adapté pour pouvoir faire ce genre de vente? C'est un produit qui s'appelle l'istisna. C'est une fabrication, c'est un contrat de fabrication par lequel tu demandes à une personne de te fabriquer un bien et après, toi, tu payes soit on va dire, par des avances ou soit tu payes à la fin, ou soit tu payes au début, peu importe. Mais en tout cas, il y a de la fabrication d'un côté, construction, fabrication, peu importe, et de l'autre côté, il y a des flux financiers.
Ce contrat, qui est bien encadré par un certain nombre de règles, qui s'appelle istisna, sur sa partie immobilière, pose encore problème. C'est-à-dire, même si on a eu les projets de contrat, etc., avec le Conseil supérieur de l'ulama, etc., il y avait un sujet juridique. C'est quoi le sujet juridique? C'est que l'istisna peut être juridiquement assimilé à la vente en état futur d'achèvement. Si jamais il est assimilé, le risque juridique est très important. Alors que c'est un contrat de financement, on est d'accord, contrat de financement. Toi, en tant que banque, tu vas financer la construction du bien pour ton client. Après, tu vas lui revendre, in fine. D'accord? Tout ça, c'est bien. Le problème, c'est quoi? C'est que si jamais la banque, elle applique ce contrat de istisna, et s'il est assimilé à la vente en état futur d'achèvement, le contrat istisna tel qu'il est, la procédure avec laquelle il est fait, il n'est pas la même que la vente en état futur d'achèvement. Et donc, si la procédure telle qu'elle est, décrite par la loi n'est pas respectée, et qu'on a requalifié cet istisna en VFA, ça veut dire quoi? Ça veut dire nullité du contrat. C'est ça la sanction qu'on va donner si jamais on va au tribunal, etc. Et donc, c'est pas du tout, pour l'instant, un produit d'actualité. Donc la VFA aujourd'hui, dans les banques islamiques, n'est pas autorisée. C'est pas la VFA qui n'est pas autorisée. La VFA, elle est là. Elle pratique, il y a un produit qui s'appelle istisna. Ce produit qui est similaire, qui ressemble à la VFA. D'accord. C'est un produit que le client finance, l'immobilier. On peut financer l'immobilier. Donc aujourd'hui, moi, je passe par le circuit finance islamique. J'achète un terrain où je monte un projet, je présente à la banque participative, je présente un projet de lotissement et je demande à la banque de me le financer. La banque accepte, c'est possible. Oui, bien sûr que c'est possible. Sur des terrains agricoles aussi. Mais même sur le terrain agricole. D'accord. Et demain, quand je lance la commercialisation, est-ce que je peux proposer à mes clients du financement islamique avec cette même banque, par exemple? Bien sûr que tu peux. Donc, aujourd'hui, moi, mes clients, si je leur vends, je peux leur vendre, donc j'ai fait un financement par une banque, et demain, je propose à mes clients d'être financés par cette même banque, par exemple, pour acheter le bien. Oui, il n'y a pas de sujet. Parce qu'en fait, comment ça va se passer? Je parle pratiquement maintenant, hein, je ne parle pas de théorie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je te dis, aujourd'hui, moi, j'ai des clients à moi, beaucoup de clients à moi, qui ont essayé de passer par des banques islamiques ou pas pour acheter des projets sur plan. Et la banque, aujourd'hui, elle n'a aucun moyen de financer ces projets. Pourquoi? Parce qu'en face, on n'a pas de titre, d'éclatement de titre. On a un titre, oui, mais un titre mère. Mais on n'a pas d'éclatement de titre. Donc, on ne peut pas hypothéquer. On n'a aucune garantie en face. En tout cas, sur la partie banque islamique, on ne parlait pas de ce sujet-là. Le sujet qui était vraiment, c'est le fait que ce produit d'istisna immobilier, je parle immobilier, parce que ce même produit, on peut le faire sur les biens meubles. Et ça fonctionne, le contrat, il est sorti, etc. Il n'y a pas de sujet. Non, mais c'est important ce que je viens de te dire. Oui, j'ai compris. La partie immobilière, le contrat qui est destiné à faire ce genre de choses ne peut pas, en ce moment, être pratiqué parce qu'on a encore ce risque juridique qui, éventuellement, va être réglé, Inch'Allah, dans les, je sais pas, les années futures. Ok, mais c'est ça, c'est le vrai blocage. D'accord? Maintenant, si tu me dis, est-ce qu'on peut financer avec, une fois qu'on a livré. Alors, une fois qu'on a livré, il n'y a pas de sujet. Non, mais livré, ça n'est pas de souci. Mais avant ça. D'accord. Mais qu'on soit d'accord. Deuxième point de ta question, c'était est-ce que je peux faire financer mes clients sur ça? Normalement, comment ça se passe? Toi, la banque, elle t'a vendu par Murabaha. Elle t'a vendu déjà par Murabaha. Donc finalement, elle n'a plus ce bien. Elle l'a acheté, elle te l'a revendu. Sur le financement des constructions, etc., en général, elle va te financer la partie matière première. Donc elle va acheter la matière première, elle va te la revendre. Toi, tu vas commencer à construire jusqu'au bout, etc. Ok, donc la relation que tu vas avoir avec la banque, presque tout le temps, tu es soit sans client, ou en fait, tu vas être endetté par rapport à la banque. Il n'y a pas de relation entre toi et la banque, sauf cette créance-là. D'accord? Et donc la relation avec les clients, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire, ils viennent, et s'ils ont besoin de se financer, c'est des clients que tu rapportes toi à la banque. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'éclatement de titre. Il faudra attendre que le projet soit fini et éclaté. D'accord, je comprends. Une question très simple. Quand toi, tu fais la vente sur plan, tu prends combien?
Tout dépend. Non, mais c'est pas tout dépend. Hein. Tu apprends en général combien pendant cette période-là, la période de réservation. Bah, alors, c'est par échelonnement. Donc, on commence par 30% la réservation. Tu Et arrives ensuite, jusqu'à tous les 6 mois jusqu'à la livraison, il y a un pourcentage. Et on arrive en général à 20% avant la livraison. 20%. Il reste Donc, il y a uniquement 80% qui, Ouais, sont, c'est qui ça. sont financés. par le- D'accord. par Non, le mais client. c'est pas intéressant. Je voulais juste trouver un montage, mais non, c'est pas intéressant. C'est pour le client aujourd'hui. Ouais, j'ai compris. Le Je client, parle pour le client. Aujourd'hui, le client, il a ses 30%. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, la banque les demande en général 30 à 40% pour un financement. Hmm. Mais pour le reste, pour payer la suite, il faut qu'il le paye à la fin à l'éclatement de titre. Donc là, aujourd'hui, le promoteur ne peut plus rien demander à son client jusqu'à la fin. Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pourrais pas répondre à cette question-là s'il n'y a pas de devis, s'il n'y a pas de... Ça, c'est du Pourquoi t'as développement besoin de produit, mon ami. Pourquoi t'as besoin d'un devis? Pourquoi t'as besoin d'un devis? C'est moi qui C'est dois te quoi, donner un c'est- devis. On t'a demandé de nous faire une audit? J'ai pas compris. Non, c'est pas un podcast, là. Il me fait développer un produit sur le gars. Je- Oh là là. Ok. Non, mais honnêtement, ça, c'est un truc qui Je est pense qu'il y a important. d'ingénieurs à faire. Je pense qu'il y a des choses qui sont Oui, possibles à bien faire. sûr, bien sûr, bien Mais sûr, bien sûr. de là, de donner une solution qui existe, il n'y a pas de solution qui existe comme ça. Ça, c'est clair. Après, la banque classique, c'est pas mon affaire. Mm. C'est pas la nôtre aussi. Hein, D'accord. c'est pas la nôtre aussi. Eh ben, en tout cas, franchement, je te remercie beaucoup. C'est vrai. Et aujourd'hui, faut savoir, les amis, je voulais en garder un petit peu parce que je vous ai pas tout dévoilé encore sur ce monsieur, ce grand monsieur Samy. On vous a pas tout dévoilé parce qu'on a beaucoup de sujets à voir avec lui. Notamment, aujourd'hui, on a parlé de la finance islamique. Mais au niveau du business aussi, les entreprises et tout ça, il est très, très, très calé et très intéressant de voir ça avec lui. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Samy. Merci. Merci, Youssef. Merci de nous avoir Merci accompagnés à vous. aujourd'hui. Et en tout cas, j'espère qu'on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.